Bonjour et bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Aujourd'hui, la suggestion cinéphile numéro 160, 160, Poil au dos. Cette suggestion, elle est consacrée à un film qui est un véritable ovni, qui est un film formidable que nous avons prévu de montrer à l'Odyssée d'ailleurs, qui s'appelle Female de Michael Curtiz et qui date de 1933. Ce film fait partie de la série des films Hollywood interdits, c'est-à-dire en réalité des films qui ont été réalisés, produits au tout début du parlant, du cinéma sonore chanté et parlant, qui commence dans l'histoire du monde, du cinéma du mondial, à partir de 1928 avec le chanteur de jazz, comme on sait, et qui très vite va se traduire par toute une série de films, de comédies dramatiques, de drames plus ou moins comiques, et de films d'action. Et ces films seront conçus dans un certain climat de liberté, jusqu'à ce que, à partir de 1934, il y ait le fameux Code Hays qui va encadrer les histoires à raconter. Les méchants doivent être vraiment méchants, ne doivent avoir aucun aspect qui puisse apparaître comme positif. La morale doit être sauve, c'est-à-dire une certaine conception de la morale, et d'autre part, très, très conservatrice, qui n'a rien de progressiste, dirons-nous, et qui fait que il doit y avoir des happy ends, ou même quand ça se termine tragiquement, c'est l'affirmation, ça doit se terminer tragiquement à travers l'affirmation des valeurs de la morale telles que pouvaient les concevoir les gens qui avaient pignon sur rue dans la société américaine à partir de 1934. Et ce Code Hays va être particulièrement actif pendant un peu plus d'une vingtaine d'années, donc pendant la Deuxième Guerre mondiale, et puis au début jusqu'au milieu, à peu près des années 1950. Alors évidemment, c'est un corset, qui limite et entrave l'imaginativité des scénaristes et l'audace, si vous voulez, des histoires qui alimentent les fictions produites par la grande usine à rêve qu'était Hollywood. Il s'agissait évidemment aussi, à travers ce conformisme, de faire en sorte que les films puissent toucher le plus large public possible, sans en choquer certains, sans qu'il y ait de mobilisation des fameuses ligues de vertu, qui étaient autant d'associations de tartuffes, parce que dans la réalité, on faisait le plus souvent ce qu'on préconisait de ne pas faire, officiellement. Female, donc, date de 1933 et est un des films qui illustre cette période de relative liberté qui existait avant l'instauration du Code Hays. Alors, deux, trois mots sur la trajectoire de ce film. Donc, il a été produit par la Warner, à travers une de ses filiales, la First National, qui a assumé la production du film et a été diffusé par la Warner, avec un certain nombre d'acteurs qui sont célèbres à l'époque. Ruth Chatterton, dans le principal rôle féminin, George Brent, d'ailleurs les deux, à un moment donné, seront mari et femme, ou femme et mari, dans la vie civile. Et il faut dire aussi que ce film, bien qu'il ne soit pas crédité, en fait, il y a eu 3 réalisateurs qui ont participé à sa réalisation. D'abord, c'était William Dieterle, qui était un cinéaste d'origine allemande, qui était venu à Hollywood et qui avait décidé, en 1930, et qui avait décidé d'y rester, qui commence le tournage de ce film et qui finalement va abandonner le tournage pour tourner un autre film. Alors, est-ce que c'était uniquement l'appât du gain qu'il avait détourné, ou est-ce que c'était un certain nombre de divergences dans le scénario? J'avoue que là, les archives sont assez muettes de ce point de vue-là. Il y a eu ensuite Wellman, qui était connu pour être un
cinéaste plutôt engagé, progressiste, dirait-on aujourd'hui, et qui a qui a poursuivi le tournage envisagé enfin, initié par William Dieterle. Et puis finalement, eh bien, c'est Michael Curtiz qui a pris les rênes pour la réalisation de ce film et qui l'a achevé. Michael Curtiz, c'est aussi le réalisateur du légendaire Casablanca, au sujet duquel nous avons déjà consacré une suggestion cinéphile. Alors, l'histoire du film, le film en lui-même, c'est un ovni. On peut dire que la fin est un peu précipitée, probablement parce qu'on ne savait pas trop comment terminer ce film, mais c'est un ovni parce que on voit des choses qu'on n'est pas habitué à voir et qu'on ne sera pas habitué, qu'on oubliera de voir, enfin dont on oubliera l'habitude plutôt, dans les productions postérieures à 1933 du cinéma américain. L'histoire, elle est simple, c'est l'histoire d'une jeune femme, Alison Drake, qui, de façon précipitée, hérite de l'usine de son père, une usine de fabrication de voitures, et qui se révèle une femme qui est un véritable homme d'affaires et qui dirige avec énergie, poigne, détermination cette usine dans un univers masculin où le machisme est monnaie courante. Bien. Et à cette occasion, on voit une femme qui vit parfaitement le fait qu'elle a deux aspects. Elle a d'une part cet aspect asexué de femme d'affaires, c'est-à-dire qui prend des décisions, qui est un bourreau de travail, qui est d'une grande exigence vis-à-vis d'elle-même et vis-à-vis de tout le staff de l'usine qu'elle dirige, de cette poigne de fer. Et en même temps, c'est une femme qui n'est pas à la recherche de l'épanouissement classique qui était le modèle dominant de la société au début des années 30, c'est-à-dire trouver un époux, avoir des enfants, être femme au foyer et vivre ainsi un parfait bonheur. Au contraire, elle, et ça c'est le deuxième aspect du personnage, eh bien elle a une vie psychosocio-affective, dirais-je, qui utilise les hommes comme elle en a envie. Et non pas qu'elle soit une espèce de menthe religieuse qui dévore les hommes, mais elle est déterminée à interrompre aussi brutalement une liaison amoureuse qu'elle avait commencé abruptement, cette liaison. Elle ne pense pas que les hommes en soi sont des pauvres machos limités, mais aussi longtemps qu'elle en a fait le tour rapidement, ou qu'elle est convaincue d'en avoir fait le tour rapidement, eh bien elle s'en débarrasse, au fond, comme des Kleenex, elle les consomme et puis les jette au panier. Mais sans méchanceté d'ailleurs, hein. Ça se fait toujours avec une prime, et les hommes qu'elle consomme, si je puis dire, eh bien, sont la plupart du temps ses collaborateurs à l'usine. Et là, il y a un processus qui est classique, c'est qu'elle les invite à faire une réunion supplémentaire de travail avec des codes que c'est domestique, c'est une belle maison luxueuse, formidable architecture avec piscine et puis un mobilier art déco qui est absolument extraordinaire. Il y a un travail considérable qui a été fait de ce point de vue-là. Et à un moment donné, quand elle commande une vodka, eh bien, ça veut dire et qu'elle jette un coussin sur le canapé de son salon, eh bien, ça veut dire que le moment décisif d'une liaison, que l'on ne verra jamais, parce que c'est l'art de l'ellipse, le cinéma, on suggère plutôt que l'on montre, eh bien, ce moment-là est arrivé. Et il y a même un commentaire d'un de ces majordomes qui dit, bon, ben, elle est un peu comme Catherine de Russie, l'impératrice, qui commandait de la vodka pour ses
jeunes officiers fringants avant d'en faire le tour le temps de débats amoureux, en général la nuit, dans sa chambre à coucher. Pour Catherine de Russie, et là c'est en général sur le canapé. En tout cas c'est ce qu'on peut imaginer, peut-être que ça se poursuit ailleurs, mais ça c'est l'ellipse du film, c'est-à-dire qu'on suggère des choses que l'on ne montre pas. Et un jour, eh bien, elle en a assez. Elle dit bon, bah, c'est vrai que une femme qui est malheureuse a sa copine qui lui rend visite et qui elle est une femme au foyer, modèle en quelque sorte. Eh bien, elle lui dit une femme qui est malheureuse, c'est-à-dire qui est tombée amoureuse de quelqu'un qui la délaisse ou ne s'en occupe que lointainement, eh bien, d'un homme évidemment, eh bien, est une femme qui désespère, et une femme qui est heureuse est une femme qui exaspère. C'est une des belles répliques de ce film. Et donc, elle est un peu fatiguée de ce monde qui, de bascule, de culbute, si vous préférez, entre sa vie professionnelle et sa vie amoureuse, faite de liaisons toutes aussi éphémères les unes que les autres. Alors ce qui est déjà formidable, c'est que le film nous montre une femme qui a beaucoup d'aventures sans qu'elle soit présentée comme ayant un comportement négatif et à réprouver. Et c'est-à-dire qu'on est loin là des propos des ligues vertueuses et on est très loin de la tartufferie, il faut le dire. Et ça c'est quand même un aspect qui est très intéressant. Après tout, à l'époque, il n'y avait rien de choquant à montrer des hommes qui étaient des personnages masculins, qui étaient des personnages séducteurs et qui passaient d'une conquête amoureuse à une autre conquête amoureuse, et puis sous le regard non désapprobateur, et même plutôt approbateur du public. En tout cas, c'était ce à quoi le public était invité, par le film, ou par le réalisateur, ou par la maison de production. Et là, on a donc une situation qui est inversée. C'est une femme, homme d'affaires, qui est parfaitement libre et qui en fait à sa tête, en quelque sorte. D'ailleurs, le mot female ne doit pas être interprété comme femelle, ça serait machiste et un peu discourtois si on prend en considération les manières et les bonnes mœurs de la langue française, mais ça doit être considéré comme élément féminin, c'est-à-dire c'est vraiment cette femme à la recherche du bonheur qui est présentée comme le personnage positif, principal, central de l'action du film. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce film, et peut-être que ça a été le grain de sel qui a été introduit par Wellman, cinéaste ô combien progressiste pour l'époque, eh bien, montre aussi le caractère tout à fait aliénant du capitalisme. C'est-à-dire que la course au taylorisme, à la production à la chaîne, impose un mode de vie, dans le cadre des relations du travail, qui est très très corseté et qui est très très calibré, et qui ne laisse pas de place au temps libre, au temps mort, et qui est toujours à la recherche d'un productivisme et d'une rentabilité extrême. Eh bien, tout ça s'est montré, et on voit aussi les conséquences de cette logique productiviste par rapport au comportement, y compris d'une femme homme d'affaires. Et donc, elle est un peu fatiguée de cela, et puis elle décide, parce qu'elle est fatiguée d'être au fond considérée à la fois pour son statut de femme d'affaires ou d'homme d'affaires, comme vous voudrez, et une beauté réelle, bon, et sa richesse. Donc elle pense que dans cette relation qu'elle peut avoir avec les êtres humains, eh bien on profite des quelques aspects positifs qu'ils peuvent avoir, et du fait qu'ils soient handsome, c'est-à-dire musclé, bonne posture, etc. Mais pas forcément une grande intelligence et surtout une grande originalité. Et donc pour un peu se reposer ou se donner un temps de pause dans ce rythme un peu aliénant de sa vie, eh bien elle va dans une fête foraine, incognito, et c'est là qu'elle va rencontrer un homme avec lequel
elle se mesure, si je puis dire, au tir à la carabine dans un stand forain de cette fête foraine. Et elle se fait battre d'une courte tête, si je puis dire. Et, et il y a une véritable... Alors elle l'invite à boire et même à venir chez elle. Et lui refuse, parce que c'est quelqu'un qui a une personnalité, qui n'est pas à la recherche d'aventure pour l'aventure. Et le lendemain, elle se rend compte que c'est lui, le nouvel ingénieur, qui vient pour changer la boîte de vitesse des modèles fabriqués afin de permettre une relance des activités et éviter tout risque de faillite. Et à partir de là, il y a un jeu de séduction, un jeu de conquête, de chasse en quelque sorte, mais c'est la femme qui essaye de chasser et de séduire l'homme. Et lui, c'est pas son truc, si vous voulez. Et il décide de rester distant, de ne s'en tenir qu'à des relations professionnelles. Il n'est pas à la recherche, en quelque sorte, d'une promotion canapé ou divan. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même très intéressant. Et puis, elle va faire des pièges pour le séduire. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans cette recherche d'expérimentation d'un modèle différent du modèle conservateur dominant, eh bien, cette expérimentation et cette recherche que propose le film va se faire malgré tout avec des clichés un peu conservateurs. Donc, comment peut-on faire la révolution avec une mentalité conservatrice? C'est évidemment le cercle vicieux et c'est l'aporie, pour utiliser des gros mots intellectuels, c'est-à-dire c'est l'impasse pour laquelle on ne peut pas trouver d'issue ou de solution. Et puis finalement, les choses se remettront en place, mais avec un final, je vous laisse le soin de le découvrir, j'espère à l'Odyssée, le plus vite possible, eh bien, en venant voir le film, ou en vous procurant un DVD de ce film, ou en le voyant sur une des plateformes où il peut être... mais à ma connaissance, il n'y a pas de plateforme qui le propose, donc c'est un film que vous pourrez voir où ça, dans votre cinéma préféré. Quand ça, l'Odyssée. Quand ça, eh bien, quand la période de couvre-feu et de confinement, concernant les salles de cinéma et les salles de spectacle, plus généralement, eh bien, aura été terminée. Mais ça, pour l'instant, on peut dire que ça sera bientôt, sans pouvoir préciser la date. Je vous ai déjà dit dans une chronique précédente que on peut espérer peut-être début avril, ou alors moins favorable hypothèse juin, ou alors hypothèse plus défavorable septembre. Mais quoi qu'il en soit, les beaux jours finiront par revenir, et avec les beaux jours, la poursuite de la découverte de véritables ovnis cinématographiques à l'Odyssée, dans votre cinéma préféré. Poil au nez. À très bientôt, prenez bien soin de vous, merci, au revoir.